Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Les Nations Unies viennent de nommer l'équipe d'experts internationaux pour enquêter sur les violences au Kasaï. L'équipe est composée de Bakr Ndiaye, Luc Côté et Fatima Mbaye. En politique, l'UDPS courant Bruno Tshibala vient de mettre en place une commission chargée de préparer le conclave. La date de la tenue du conclave sera annoncée à la fin des assises en vue d'affûter les armes pour les échéances futures. Vous suivrez dans cette édition le discours du Premier ministre Bruno Tshibala qui invite les enfants égarés de l'UDPS à revenir à la maison. Dissidence offrant pour le respect de la Constitution, Maître Manu Ndoubou soutient Joseph Olenga-Nkoy. Ses fondeurs dits FRC nationalistes acceptent le poste de vice-président du Conseil national de suivi de l'accord. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Gaëlle Kibungu. Elle est journaliste et administratrice de Victory Agency, qui est une ASBL spécialisée dans la communication événementielle, mais également dans les événements à caractère éducatif. Exact, Madame Kibungu. Exactement. Bonsoir, Madame Rachel Kishita. C'est un plaisir d'être sur ce plateau ce soir. L'honneur est également de Numérica Télévision de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va donc parler de la journée internationale de la jeunesse, même si sur le plan national, il n'y a pas eu d'activité officielle, mais n'empêche pour nous de pouvoir discuter de l'avenir de la jeunesse congolaise, jeune que vous êtes, jeune que nous sommes et jeunes que sont ceux qui nous suivent. On est jusqu'à 77 ans, paraît-il. On en parle tout à l'heure. Mais d'abord, cette nouvelle. Le chef de guerre Ntabo Ntaberi Sheka s'est rendu ce mercredi matin à la MONUSCO accusé d'une campagne massive de viol dans les territoires de Walikale en 2010. Un mandat d'arrêt avait été remis en 2011 par la justice militaire congolaise. Depuis, il était accusé par les organisations des défenses des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, d'avoir exécuté des dizaines de civils. L'information a été confirmée par le porte-parole de la mission de l'ONU. Il s'est rendu à Moutongo dans le territoire de Walikale et a été transféré à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par l'ONU. Il devrait être gardé quelques jours officiellement pour un bilan médical avant d'être remis aux autorités congolaises. Je vous le disais à l'instant même, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé ce mercredi la nomination de l'équipe d'experts internationaux pour mener une enquête dans l'espace kassaïen où se sont commis des massacres et des violations des droits de l'homme. L'équipe est composée de Bakr Ndiaye du Sénégal, Luc Côté du Canada et Fatima Mbaye de la Mauritanie. Bakr Ndiaye assumera les fonctions de président. La création de l'équipe d'experts internationaux a été mandaté par une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 22 juin 2017. Et au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté plus de 2000 cas de violation de droits humains. Dans son rapport semestriel de 2017, le BCNUDH attribue plus de la moitié des cas aux agents des services de l'État. Entre-temps, la justice militaire vient de condamner à de lourdes peines plusieurs éléments des FARDC et de la police auteurs de ces violences. Albert Romba, Eric Ndongala, reportage. Des Nations Unies aux droits de l'homme vient de documenter 2822 cas de violations et atteintes aux droits de l'homme pour la période allant de janvier à juin 2017. José Maria Aranas, directeur de ce bureau, a précisé que 58% des cas recensés ont été perpétrés par les agents étatiques. Les premiers responsables des violations des droits humains dans les premiers semestres de cette année, c'était les PNC, qui était responsable de au moins 25% de toutes les violations des droits humains enregistrées dans le territoire de l'RDC. Les groupes armés ont été identifiés comme responsables de 1186 violations dans les territoires affectés par les conflits et il faut souligner que la majorité des violations étaient perpétrées par les groupes armés nationaux.
Dans la lutte contre l'impunité, les juridictions militaires ont condamné une cinquantaine de militaires. Sur le leadership du chef de l'État qui a nommé un responsable direct pour prendre l'action, on a commencé à s'approprier du problème après d'action et aussi avec l'appui de la communauté internationale et du système des Nations Unies, a commencé à éradiquer les pratiques de la violence sexuelle par les agents étatiques, par les groupes armés, et aussi contribuer à la réhabilitation des victimes. Mais c'est après que la politique de tolérance zéro a été décrétée par les autorités et sur le leadership du chef de l'État. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est réjoui des avancées très significatives dans la lutte contre les violations sexuelles, où près de 50% des cas sont en baisse. Alors, vous êtes une femme, Gaëlle Kibungu, vous allez également commenter l'actualité avec nous. Quand on parle des violations des droits humains, beaucoup plus ceux qui sont exposés, ce sont les femmes et les enfants. Vous, en tant que femme, je sais que vous n'êtes pas féministe, mais même si vous vous battez pour le cause de la femme, mais qu'est-ce que cela signifie quand, par exemple, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sort ce rapport trimestriel où, sur plus de 2000 cas, et ce sont des cas de violation imputés aux agents de l'État. Que doit faire l'État congolais et que fait l'État congolais? Mais je crois que ça fait plusieurs années déjà que la femme est en fait une arme de guerre, on pourrait le dire, parce que dans tous les conflits, dans toutes les zones où il y a des troubles sécuritaires, la femme est la première victime, ou en tout cas l'une des premières victimes. Les femmes, les enfants sont souvent les premières victimes de ces conflits, et c'est bien dommage. Il y a plusieurs structures qui sont mises en place. Le gouvernement dit s'atteler sur cette question, mais je pense qu'il n'y a pas encore d'action force. Je pense que les résultats se font encore attendre. C'est encore très timide. On nous dit qu'il y a des avancées. Je suis par exemple la structure gérée par Madame Mabunda ou d'autres qui estiment qu'il y a des progrès, mais moi je pense que c'est encore très faible. Il faudrait vraiment voir cette question de plus près. Et il n'y a pas que les zones à conflit. Aujourd'hui, vous citez des cas spécifiques pour des territoires peut-être en dehors de la capitale, mais même dans la capitale, les cas de violation sont légion. Et depuis des années, qu'est-ce qu'on fait de cela? On a l'impression que ce combat, cette ardeur, ça se passe pendant un temps déterminé, généralement pendant le mois de mars ou au moment où on sort un rapport, mais après, est-ce que ce n'est pas rangé dans les tiroirs? Il faudrait que cette action garde le même dynamisme tout au long de l'année jusqu'à ce qu'on arrive à des résultats probants. En politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social courant, Bruno Tshibala, vient de mettre en place une commission chargée de préparer le conclave. Au terme de ces assises, la date de la tenue du congrès sera annoncée en vue d'affronter les échéances électorales futures. Ce regroupement politique devra élire le remplaçant, qu'est-ce qui m'arrive, de feu Étienne Tshisekedi Mulumba. Le parti aura de nouveaux animateurs dans différentes structures au terme de ce congrès. Je vous propose de suivre ici un extrait du discours du Premier ministre Bruno Tshibala. Qualité des compagnons des luttes de Étienne Tshisekedi et de secrétaire général auprès du président du parti et le plus ancien secrétaire général adjoint et le doyen de tous les combattants du parti à ces jours, nous avons la responsabilité historique de ne pas laisser le parti s'effondrer ou le laisser être récupéré par des intérêts mesquins et inavoués, contraires à la philosophie des noms. La commission préparatoire du conclave prélude au congrès de réunification et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les enfants de l'UDPS, où qu'ils se trouvent, de rentrer dans la maison en vue de perpétuer la mémoire de nos héros, des inconnus et des victimes tombés dans leur foi pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit. C'est pourquoi, tenant compte de l'état dans lequel est appuyé notre parti, et répondant aux appels pressants venant de
part, sollicitant mon implication personnelle en vue de la renaissance de notre cher parti, me voici devant vous pour lancer le travaux de la commission préparatoire du conclave, parce qu'il n'existe pas de crise que les hommes ne peuvent pas surmonter. La commission préparatoire du conclave est chargée de nous proposer des pistes devant conduire à l'impératif de la renaissance du parti, à partir du congrès dont la date et les lieux nous seront proposés justement par le conclave. Plein succès. Gaël Kibungu, Bruno Tshibala a finalement raison de dire qu'ils ont la responsabilité de ne pas laisser l'UDPS s'effondrer. Ben, c'est à lui de voir. Écoutez, les acteurs politiques sont quand même tenus d'agir devant leur conscience à un certain moment. Tout le monde observe la vie politique de la République démocratique du Congo, mais aussi on a un devoir, quand on est dans une famille politique, l'UDPS, qui est un parti pas comme les autres, qui est aujourd'hui la fille mère de l'opposition, en tout cas qui était encore le premier parti force de l'opposition jusqu'au décès de feu Étienne Tshisekedi, aujourd'hui doit, je pense, ça serait bien que ça puisse continuer sur cette lancée-là. Mais avec qui ? Parce qu'aujourd'hui, on se dispute un peu l'héritage de ce parti politique et tout ça. L'important pour eux, c'est de savoir si aujourd'hui, ils vont encore incarner la vision de ce leader politique. Aujourd'hui, personne ne peut contester la grandeur d'Étienne Tshisekedi sur le plan de la vision, sur le plan de l'action. L'important pour ces acteurs politiques est de savoir aujourd'hui, ils sont là face à leur responsabilité, de savoir s'ils vont perpétuer cette vision, s'ils vont atteindre l'objectif qu'Étienne Tshisekedi poursuivait. Il est mort inopinément. C'est vrai qu'il avait atteint un certain âge, mais je pense que pour beaucoup aujourd'hui, il n'a pas achevé sa mission. Est-ce qu'ils auront le cran qu'il faut pour le faire? C'est ça, en fait, le véritable héritage, c'est de remporter la victoire, le défi, de relever le défi qui était s'était lancé. Ça veut dire que ça réclame un peu comme l'héritier de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, parce qu'il a été de tout le combat, il a été à la jeunesse de l'UDPS, il a vécu les années de gloire également du parti, mais également... Est-ce qu'il a fait autant que les autres? C'est la question qu'on doit se poser. On peut avoir fait 50 ans de carrière politique sans être le meilleur leader, sans être... A-t-il fait poser des actions forces? Est-ce que vous en retenez une seule, Rachel Kititsa? Parlez-moi d'une action force que Bruno Tshibala a posée, par exemple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous en avez souvenir? Aujourd'hui, on parle d'Étienne Tshisekedi, mais on parle d'autres leaders. Il n'était pas seul, certes, mais aujourd'hui, on connaît plus de noms, d'autres noms aussi, de personnes qui ont fait davantage. Mais l'important n'est pas de se disputer cet héritage par le simple fait qu'on a été aux côtés d'Étienne Tshisekedi, mais c'est plutôt de relever le défi. Mais quand il parle de ne pas laisser le parti s'effondrer, est-ce que le parti n'est pas fragilisé, par exemple, avec ces frictions qu'on observe au sein de l'UDPS? Mais déjà, en acceptant ce poste de Premier ministre, je pense qu'il a contribué d'une manière ou d'une autre à l'effritement de ce parti politique. Il faut s'en rendre compte. On a vu comment ça s'est passé, toutes les tractations qui ont eu lieu. De quel côté doit-on pointer le doigt? Ça, ce n'est peut-être pas à moi de le dire. Je n'ai pas besoin de pointer le doigt accusateur. Mais ils sont tous responsables de l'effritement de ce parti politique. À la fin, à la mort d'Étienne Tshisekedi, je pense que tous les yeux étaient rivés vers eux. On voulait voir justement quel était le point de maturité qu'ils avaient atteint. Comment ils allaient gérer l'après Tshisekedi aujourd'hui? Je crois que tout le monde a les réponses et il ne suffit pas de dire, de faire un discours pour se faire entendre. Il faut plutôt agir dans le sens des choses comme il le faut. Vers un dédoublement du Front pour le respect de la Constitution, après le refus de participer au CENSA, une aile du FRC a apporté son soutien à Joseph Olenga-Nkoy. Dans une déclaration faite aujourd'hui, la dissidence qui se réclame des nationalistes salue le choix porté sur le président du Rassemblement Kasavubu. En outre, la Fronde a accepté le poste de vice-président accordé au FRC. Yannick Mbouyamba, Tapilutunu, Eric Karambay. Le Front pour le respect de la Constitution est au bord de l'implosion. Après la déclaration faite par Jean-Jacques Ndioli en rapport avec la désignation de Joseph Olenga-Nkoy au poste du président du Conseil national de suivi de l'accord, le Front pour le respect de la Constitution, elle nationaliste, s'aligne derrière le président de FONUS.
Ils disent privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais. Privilégiant quant à nous l'intérêt supérieur du peuple congolais, saluons la désignation de son Excellence M. Joseph Olengankoy en qualité de président du CENSA. Et lui présentons nos très vives et chaleureuses félicitations, tout en nous souhaitant un fructueux mandat à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Acceptons le poste de vice-président et des 3 autres membres du CENSA. Invitons le président de la République, le président du CENSA, ainsi que le président de la CENI à se concerter dans les meilleurs délais en vue de trouver un consensus sur le calendrier électoral réaliste susceptible d'amener le peuple congolais aux élections transparentes et crédibles dans un climat apaisé. Gaël Kibungu, c'est quoi le phénomène de la République démocratique du Congo? Quel est ce... Allez, je veux le dire. Quel est ce démon qui hante les hommes politiques congolais? En fait, vous savez, ce qui est dommage en République démocratique du Congo, c'est qu'on vient s'enrichir en politique. Ça, je pense que c'est une véritable tare. Aujourd'hui, la politique semble être le terrain le plus fertile aujourd'hui pour s'enrichir. Voilà pourquoi les gens s'entretuent au sein des familles politiques. On vit sans idéal. Combien de partis politiques aujourd'hui ont de vrais idéaux et désirent atteindre, gagner le pouvoir par les élections? Parce qu'apparemment, personne ne semble être déterminé à passer et partir aux élections. Aujourd'hui, la conquête du pouvoir ne peut se passer que par les urnes. Nous avons atteint un niveau, nous avons accepté d'être une république démocratique. Donc je pense qu'on doit faire les choses dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on devrait se presser pour aller aux élections. Ce qui est dommage, c'est que déjà, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, les acteurs politiques ont trouvé le chemin facile pour accéder au pouvoir. Ça veut dire ils font le djalelo, le sacré djalelo qu'on connaît, et c'est le partage du gâteau après. Tout le monde est récompensé selon les efforts qu'il a fournis. Mais je pense que ce n'est pas du tout ce que devrait être la politique en République démocratique du Congo. On est totalement à côté. Mais entre-temps, la vague des contestations de la désignation de Joseph Olengankoy à la tête du Conseil national de suivi de l'accord continue à déferler. Henri Thomas Lokondo, député de la majorité présidentielle, demande au chef de l'État de ne pas entériner ce choix. L'élu de Mbandaka déclare qu'il n'y a pas eu consensus autour du président des FONUS avec la contestation des principales forces de l'opposition, notamment le Mouvement pour la libération du Congo et allié l'UNC de Vital Kamerhe et le rassemblement dirigé par le tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Il propose au président de la République de contacter les forces politiques de l'opposition et de s'abstenir de signer l'ordonnance confirmant Joseph Olengankoy à la tête du CENSA. Proposition plutôt logique. C'est bien sage en tout cas. Voilà un membre de la majorité qui voit les choses du bon œil. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire la politique de la terre brûlée. On va arriver à un niveau où on ne saura pas s'en sortir. On est parti des accords du 31 décembre qui ne semblent toujours pas faire l'unanimité dans son application, déjà de par la désignation de Bruno Tshibala comme Premier ministre, mais là on est en train de s'enfoncer davantage. C'est comme si on voulait créer un mur carrément, alors que tout le monde a droit à la parole. On sait que l'accord du 31 décembre est venu conférer une certaine légitimité aux institutions en place, puisque le dernier mandat est déjà échu depuis décembre 2016. Alors, je pense que là, c'est une énième erreur, je pourrais le dire, je vais me risquer de le dire, et je pense que ça n'arrangera pas les choses. Bien au contraire, on ira plus profondément dans la crise qui déjà prévaut en RDC. En économie, Kinshasa abrite depuis hier le salon d'affaires. Plusieurs entrepreneurs participent à ces assises à la place d'Évoluer dans la commune de la Gombe. Plusieurs produits et services sont exposés dans différents stands sur place. Une ONG qui lutte contre le réchauffement climatique explique le processus de reboisement. Élisée Mafou, Alain Zongola, reportage. Nous sommes sur la place des Évolués à Gombe, site choisi pour abriter le salon d'affaires de Kinshasa. Ces grands rendez-vous économiques offrent aux Kinois l'occasion de découvrir et faire la connaissance d'un grand nombre des services et produits congolais, exposés dans plus de 20 stands. Nous sommes intéressés à une ONG qui évolue dans l'agroforestier. La structure lutte contre le réchauffement climatique en procédant au reboisement. La structure a réussi à planter 15 000 acacias de 2014 à 2015.
Bon, nous avons plusieurs types d'arbres que nous plantons. En fait, nous avons les avocatiers, les safoutiers, le manguier, le bananier et tout autre encore. Nous avons déjà planté 15 000 plantes d'acacia. Outre l'exposition, une conférence a été organisée sous le thème « Comment promouvoir les entrepreneurs locaux ». L'entrepreneur qui veut faire un projet de développement, quel que soit le secteur, agriculture, transport, tout ce que vous pouvez imaginer, il faut d'abord que la personne sache d'abord ce qu'il veut faire, il faut qu'il ait une bonne vision de ce qu'il a à faire et il faut qu'il puisse trouver les moyens nécessaires pour promouvoir son affaire. Et nous, en tant que formateurs des jeunes, nous devons aujourd'hui voir dans notre formation comment donner ce sens d'entrepreneuriat à nos études. Le Salon des affaires de Kinshasa a pour objectif de former les entrepreneurs et ceux qui veulent le devenir à contribuer au développement du pays. Et dans un autre chapitre, le 26 juillet de chaque année, on célèbre les Journées mondiales de la jeunesse. L'initiative est de l'Église catholique depuis 1984. À cette occasion, les jeunes catholiques se rencontrent à Rome chaque année pour témoigner de leur foi et réfléchir sur leur avenir. Mais cette année, ce rassemblement n'aura pas lieu. Les détails avec Jephté Tsoleni. 2017 constitue la 32e édition des Journées mondiales de la jeunesse instituée en 1984. L'initiative revient au pape Jean-Paul II qui en a célébré beaucoup. L'événement est célébré chaque année dans chaque diocèse du monde et chaque édition de ces journées dure plusieurs jours et s'achève généralement par une messe dite par le souverain pontife. Des centaines de milliers de jeunes du monde entier participent à cette messe à Rome. Mais cette année, le Rassemblement mondial des jeunes n'est pas au rendez-vous. Ces journées permettent aux gouvernements des différents pays de relever les défis auxquels font face la jeunesse et trouver des solutions idoines. En République démocratique du Congo, la population est composée en majorité de jeunes. La plupart sont désœuvrés et en quête de l'emploi. Et en marge de cette célébration, la jeunesse du mouvement libéral soutient la prise en charge des jeunes qui doit commencer dès maintenant. Le président de la Ligue des jeunes de ce parti suppose que la création d'emplois pour les jeunes va booster le développement de la RDC. Jephté Tsoleni et Serge Mitelesi. Je le disais, en marge de cette célébration de la jeunesse, la journée de la jeunesse du mouvement de libération du Congo libéral soutient la prise en charge des jeunes qui doit commencer dès maintenant. Le président de la Ligue des jeunes de ce parti suppose que la création d'emplois pour les jeunes va booster le développement de la RDC. Jephté Tsoleni et Serge Mitelesi. La commémoration des Journées mondiales de la jeunesse est un moment où les jeunes réfléchissent sur les enjeux de l'heure et font des projections. Au mouvement libéral, le président de la Ligue des jeunes du ML invite la jeunesse congolaise à prendre son destin en main. Le 26 juillet, c'est une journée qui a été dédiée aux jeunes. Aujourd'hui, ce sont plus les jeunes qui souffrent. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui manquent de l'emploi. Ce sont les jeunes qu'on demande à chaque fois de descendre dans la rue afin d'aller commettre des désordres, des bavures. Le message que je peux transmettre à mes camarades jeunes, c'est un message de paix. Un message de paix, un message de responsabilité, de ne pas céder aux politiques. Les Journées mondiales de la jeunesse sont donc une opportunité supplémentaire accordée aux jeunes du monde entier pour réfléchir sur leur avenir. Autre chose, le métier des cireurs prend de l'ampleur pendant la saison sèche. Un simple regard sur les grands centres des négoces suffit pour s'en rendre compte. Un secteur négligé mais qui génère des revenus aux exploitants. Ange Makadi, Fallon et Jires Chimanga ont rencontré quelques cireurs dans la capitale. Suivez ce reportage. Dans les rues de la capitale, les métiers artisanaux rivalisent d'acteurs. Aux côtés des vendeurs des cartes prépayées, marchands ambulants proposant des habits et autres, il y a aussi des cireurs de chaussures. Une des bruits qui bat son plein pendant la saison sèche. Brosse à la main, pose-pied, un petit sac ou sachet contenant les outils du travail, ceci pour se prendre en charge. On a vu les Arabes à cirage. Maman, les Arabes à cirage, parce que de l'air est mati, boîte à cirage de commis 800.
siko papa ningaka 200 150 nazwa nini nabomba combien. En réalité, ce métier n'exige pas de gros capitaux. Il génère pourtant de revenus. Ce dollar est matché, tout ça, la dollar, tout ça, la monte moyen, tout ça, La plupart des clients préfèrent faire cirer leurs chaussures auprès de ces adolescents car ils les font minutieusement. Parmi les difficultés que les sureurs rencontrent figurent les tracasseries policières. Et en sport, un tournoi de football pour les vacances, c'est celui organisé par Eric et Olivier Katouala pour les jeunes de la commune de Ngaliema, dénommé Bomoko Binza. Cette compétition va s'étendre du samedi 29 juillet au dimanche 3 septembre 2017. Elle réunit 32 équipes issues de différents quartiers de cette entité administrative. Inhumation aujourd'hui à la nécropole entre terre et ciel de la dépouille de Madame Chantal Mombi, administratrice du marché central, assassinée, rappelez-vous, le 14 juillet dans son bureau. Plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage au stade Vélodrome de Kintambo où la dépouille était exposée. Jefté Tcheleni et Serge Mitelesi. Entre regrets, pleurs et consternation, tout le monde était presque inconsolable au stade Vélodrome de Kitambo. Famille, amis, connaissances et une forte délégation des vendeurs du marché central ont rendu un dernier hommage à l'administratrice du marché central, Madame Chantal Mombi, assassinée le 14 juillet dernier dans son bureau de travail. Nous avons fini avec elle à l'université de Kinshasa, faculté de droit, il y a plus d'une vingtaine d'années. Voilà, aujourd'hui, depuis que nous avons reçu cette information, bien que spirituellement nous sommes tous déjà préparés, comme Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 le dit clairement, nul ne maître de son souffle. Que son âme repose en paix. D'abord, je voudrais rendre hommage à la personne. Chantal Mombi, j'ai travaillé avec elle beaucoup. Comme ministre de l'Environnement, vous connaissez les problèmes d'assainissement que nous avons dans le marché central de Kinshasa. Comme ministre du genre, ça a été un point focal efficace qui m'a beaucoup accompagnée. Je retiens d'elle beaucoup d'humilité d'abord. Et puis beaucoup de patience, beaucoup de tolérance. C'était une force tranquille. Elle a été un modèle que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. C'est vraiment une émotion pour nous, le marché central. Jusque-là, on ne croit pas sa mort. J'ai de bons souvenirs pour elle. Maman, c'est vraiment une maman qui savait supporter, qui avait un bon cœur et puis un gros cœur. Peu après cette cérémonie, le corps de la défunte a été conduit au cimetière nécropole entre terre et ciel où Chantal Mombi va reposer pour l'éternité. Pour rappel, un groupe d'hommes non identifiés avait fait irruption dans son bureau où elle a été tuée sauvagement. Alors avant de parler Journée mondiale de la jeunesse, Gaël Kibungu, on va revenir sur Paix à son âme, l'administratrice du marché central. Pour certains, on aurait dû, par exemple, voir une pluie de messages ou même des communiqués, disons, d'actions des femmes pour finalement dire non à cet assassinat et dire non finalement au fait de ôter la vie de gens en pleine capitale et en plein jour, mais apparemment... un peu silence radio du côté des autorités administratives de la ville de Kinshasa. Déjà, paix à son âme, hein, c'est quand même dramatique ce qui s'est passé en pleine journée, comme ça, en plein milieu de la capitale. Et comme vous dites, loin de nous l'idée de vouloir assister à des scènes théâtrales, hein, parce que souvent, autour d'un décès, il y a toujours des messages qui n'en sont pas toujours, qui ne sont pas les plus émus ou quoi, mais il y a quand même un silence trop pesant, c'est quand même inquiétant, après un drame aussi grave qu'on n'ait entendu aucune... Moi, j'ai pas entendu d'enquête ouverte de manière solennelle, j'ai pas entendu de déclaration d'autorité de la capitale pour le dénoncer. C'est vrai, on les voit là aux obsèques, mais avant, qu'est-ce qu'il y a eu autour de ça ?
Ça veut dire que si l'administratrice du marché peut être tuée comme ça en plein marché central, que devient le citoyen lambda? C'est un problème de sécurité quand même assez sérieux. Et il faudrait qu'il y ait des réponses par rapport à ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait tous les jours des morts pour rien. Il faudrait qu'on nous explique ce qui se passe après. La justice fait son travail, c'est vrai, ça prend du temps, on va nous expliquer qu'il y a les rouages judiciaires, etc. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des réponses pour chaque mort. Il ne faudrait pas que ça arrive tout le temps comme ça et qu'on tourne la page comme s'il s'agissait d'un événement anodin. C'est quand même un mort de trop, et je crois qu'il faudrait des réponses par rapport à ça. Administratrice de Victory Agency, Gaëlle Kibungu, vous êtes ici pour nous parler de votre structure, mais également commenter sur la journée mondiale de la jeunesse qui est célébrée le 26 juillet de chaque année. On a suivi le reportage tout à l'heure, mais quand on parle de la jeunesse, quel temps de vie d'un homme dure ce qu'on appelle la jeunesse? Alors, simplement, c'est quoi la jeunesse? Ben, je crois que c'est ce moment de dynamisme quand même, où on se prépare à la vie, on prépare sa vie, où on passe un peu de l'enfance à l'âge adulte, cette période transitoire où on se meuble pour on se construit en fait, on construit sa vie à travers l'instruction, à travers, il y a l'école secondaire par exemple, où on travaille pour avoir son diplôme d'État, pour ceux qui continuent dans les instituts, dans les universités, qui se préparent à des métiers, etc., pour entrer dans la vie active. C'est tout ce stade jusqu'à quel âge transitoire. C'est une question d'âge. Bon, écoutez, il y a plusieurs théories par rapport à ça. L'Union africaine nous parle de jusque 35 ans, donc ça veut dire que moi je suis exemple de jeunesse, alors que je me sens encore pleine de dynamisme. Pour moi, je suis une dame, je suis mère de famille, mais je suis encore, je pense, jeune, je peux le revendiquer encore. Il y en a qui disent que c'est jusqu'à 77 ans, mais en fait, je pense que la vieillesse arrive quand on est vraiment fatigué de tout, quand on a un certain sentiment d'accomplissement de ce qu'on aurait dû faire, mais avant, je crois qu'on peut quand même se revendiquer être jeune encore. Mais surtout, j'aimerais dire, d'abord pour parler un peu en quelques minutes de ma structure, c'est que je suis journaliste freelance et là, je me suis lancée un peu. Déjà, je fais de la communication, surtout de la production audiovisuelle, notamment mes magazines télévisés. Je suis journaliste politique, mais je fais autre chose comme des documentaires, etc. Mais il y a aussi le pan événementiel. Et là, je me suis penchée justement par rapport à cette question de jeunesse, parce que j'ai l'impression, ce n'est pas une impression faite comme ça au hasard, mais c'est vraiment un véritable constat que la jeunesse... Donc vous faites un plaidoyer en faveur exact, la jeunesse aujourd'hui est un peu abandonnée à elle-même. Il n'y a pas de politique de la jeunesse. Aujourd'hui, on devrait le dire, un ministère de la jeunesse. On a aussi des structures parallèles. On a vu par exemple une structure qui représente la jeunesse dite africaine ou congolaise à travers plusieurs sommets sur le plan international. Mais je ne sens pas les actions sur le terrain. Quels sont les effets sur la jeunesse? Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Aujourd'hui, le phénomène Koulou n'a pas encore son plein, alors qu'il y a eu des actions de la police, etc. Mais ce n'est pas fini. Les jeunes n'ont pas d'emploi, alors que c'était l'un des objectifs des 2 derniers mandats, par exemple, des 2 gouvernements, c'était dans le cahier de charge. Mais combien d'emplois ont été créés? La jeunesse aujourd'hui qui va à l'université ne sait pas à quelle voie se... Pourtant, voilà. Pourtant, il y a un ministère de la jeunesse. Il y a un ministère de la jeunesse. C'est pour ça que je parle, c'est une question de véritable politique. Il faut une véritable politique. Il ne faut pas des actions comme ça par rapport à une date, par exemple, par rapport à aujourd'hui, quelques manifestations comme ça, ci et là. Non, il faut une véritable politique, un véritable cahier de charge. C'est tout un projet de société par rapport à la jeunesse. Que ferons-nous de cette jeunesse? Et déjà, je pense que ça commence à la base. Voilà pourquoi Victory Agency, par exemple, s'attelle à faire... réalisation de votre structure. Exact. On a par exemple des concours oratoires. Effectivement, ça, par exemple, c'est pendant le mois de mars. On organise un concours oratoire en faveur de la jeune féminine autour d'une problématique donnée, une question, parce qu'on se dit, plus jeune, on va atteindre les jeunes, plus ils vont s'impliquer en fait dans les questions qui les concernent. Il y a autant de thématiques qui concernent la femme en particulier, mais les jeunes en général aussi. On a les jeunes défavorisés qui n'ont pas, par exemple, accès aux formations, etc. Il faudrait y penser. Aujourd'hui, je pense que l'un des talons d'Achille de notre gouvernement, c'est par exemple l'instruction gratuite, l'école gratuite à l'école primaire. Parce que pour arriver... Est-ce que vous faites un plaidoyer sur cette question de l'éducation gratuite? On en parle. Éducation des bases. L'éducation de base, j'ai eu par exemple à travailler avec Louise Kassende qui est représentant d'une ONG FAWE qui s'occupe de
l'éducation à la base des jeunes, parce qu'on se dit qu'il faut commencer par là. On veut avoir des grands arbres aujourd'hui, mais il faut commencer par la pépinière, il faut commencer par les jeunes plants. Aujourd'hui, si les jeunes enfants n'ont pas accès à l'éducation, à l'instruction, ça sera difficile de les rattraper après. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse de la RDC fait partie des préoccupations de nos dirigeants? Je n'ai pas l'impression. Aujourd'hui, on fait face à beaucoup de discours. Ça veut dire un gouvernement arrive, il nous étale son cahier de charges où il nous donne des priorités, mais qui ne sont pas en fait des priorités sur le plan pratique. Que fait-on de la jeunesse aujourd'hui? Combien de bourses, par exemple, sont délivrées à ceux qui sortent, qui brillent? Parce qu'on a beaucoup de faiblesses dans le système éducatif, parce que je pense qu'au final, le grand défi, ce n'était pas de publier dans un délai miraculeux, enfin, les résultats des examens d'État. Le grand défi, c'est la qualité, relever le niveau. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Et après, il faut occuper ces enfants. Il faudrait d'abord que tous les enfants puissent commencer l'école à un certain âge, à l'âge qu'il faut, et pouvoir cheminer sans encombre et avoir le bagage qu'il faut pour en sortir adulte et responsable dans la vie. Mais aujourd'hui, quand je vois, par exemple, vous parcourez, vous avez vu ailleurs, il y a combien de pancartes, combien de publicité, par exemple, on utilise les jeunes pour la boisson, pour les produits cosmétiques, narcotiques, etc. Moi, je pense qu'il y a un véritable problème. Est-ce que le ministre de la Jeunesse, la ministre de la Jeunesse actuelle le voit? Est-ce qu'elle ne pense pas que c'est un véritable danger pour la jeunesse? Voyez ce qui se passe dans les rues. Tous les jours, du lundi à dimanche, il y a des débits de boissons, des débits à ciel ouvert, où on distille une musique qui n'en est pas une. Mais tout le monde regarde sans réagir. Ça veut dire le contenu de tous ces messages-là ne sont pas... Il n'y a personne pour arrêter, pour surveiller, pour recadrer, etc. À la télé, on met n'importe quoi. Donc la jeunesse est carrément exposée à tout. On a les problèmes de sexualité, on a les problèmes de boisson, d'alcoolisme, on a des problèmes d'emploi aujourd'hui. Et je crois que c'est des questions qu'il faudrait vraiment prendre à bras-le-corps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Aujourd'hui, il y a une question de leadership également. Quel est le modèle du jeune Congolais aujourd'hui? Chancelo Kopamba, celui qui doit s'envoler pour aller chercher ailleurs. Je crois qu'on s'est un peu trompé de débat. Il faudrait vraiment recadrer bien faire les choses. Si vous étiez nommé demain ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ce que je vous souhaite, quelles seraient vos priorités? Écoutez, déjà, la Constitution, c'est un texte qui est consacré, qui est sacré. On devrait commencer à se pencher, plutôt que de courir derrière les sociétés de télécommunications, etc., pour la publication, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, mais je pense que ce n'est pas une priorité. Commencer par réussir à relever ce défi de l'instruction gratuite, pour l'école primaire au moins. Comme ça, on est garanti que tous les enfants ont une instruction. Parce que vous voyez le niveau de vie aujourd'hui, le niveau social, combien de parents peuvent scolariser leurs enfants. Nous avons des familles nombreuses parce qu'on a également un problème démographique qui n'est pas contrôlé. Mais comment font toutes les familles de la République démocratique du Congo pour emmener leurs enfants à l'école? Et que deviennent-ils après? Il y a un problème d'orientation, il y a un sérieux problème d'encadrement. Il faudrait le suivre. Il ne suffit pas d'avoir 10 000 écoles, 10 millions, 50 millions. Il faudrait qu'il y ait des écoles de qualité qui sortent des élèves. Aujourd'hui, je vois des universitaires, pour ne même pas dire les diplômés, parce qu'on s'acharne sur les diplômés, mais il y a des universitaires aujourd'hui qui sont incapables d'écrire une phrase en français, mais ce n'est pas possible. On se cache derrière l'anglais parce qu'on se dit aujourd'hui c'est les anglophones qui sont... Non, je pense que le débat n'est pas à ce niveau-là. Il faudrait qu'on se recentre sur les véritables objectifs et qu'on fasse quelque chose de notre jeunesse. Il ne suffit pas d'avoir été ministre de la jeunesse, d'avoir participé à tous les sommets internationaux. Il faudrait vraiment qu'il y ait des changements au sein de la jeunesse congolaise. Ça doit se ressentir. Participer non seulement à des sommets, mais en profiter pour se faire de selfies. Bref, je n'ai rien dit. En gros, Gaël Kibungu, la jeunesse congolaise est-elle à l'écoute des enjeux politiques qui vont peser finalement sur son avenir? Mais déjà, que doit-il faire? Oui. Que doit-elle faire, cette jeunesse de la RDC? Il y a eu un problème d'orientation, je l'ai dit, il y a un manque de leadership total. Il y a un problème de confiance qui s'est créé, notamment aujourd'hui. La politique, c'est vraiment le milieu le plus favorable pour l'enrichissement facile. Tout le monde y va là-bas, peut-être sans objectif, sans truc. Et il y a des jeunes qui pourraient être appelés à autre chose. Les jeunes aujourd'hui ont plusieurs capacités. Il ne faudrait pas seulement que tout le monde aille à l'université. C'est là où il y a ce problème
d'orientation, il y a certains qui doivent aller dans les instituts, il y a le besoin par rapport au métier aujourd'hui et personne ne s'en occupe. Ça veut dire que tout le monde suit des filières qui finalement ne rapportent rien au pays. Mais la politique, c'est un pan important aussi dont la jeunesse devrait se saisir. Mais il faudrait des vrais leaders pour les accompagner. Il ne suffit pas d'être... Aujourd'hui, est-ce que nos acteurs politiques sont de vrais leaders? Il ne suffit pas d'être chef d'un parti politique ou acteur politique depuis une cinquantaine d'années pour se déclarer leader d'une jeunesse. Quel exemple avons-nous eu avant? Est-ce que ce sont ceux, parce qu'aujourd'hui on parle de la moralisation de la vie politique, est-ce que nos acteurs politiques sont des gens qui sont dignes de confiance? On voit comment ils passent d'un bord à l'autre, etc. On voit que c'est le fouillis. Il y a de tout. C'est vraiment de la bouillabaisse, comme on devrait le dire. Un mélange qui ne dit pas son nom. Est-ce que la jeunesse devrait copier ça? Je ne pense pas. Il faudrait se tourner vers les vrais leaders. Il y en a. Hein, ce n'est pas tous les acteurs politiques qui sont à décrier, toutes les attitudes qui sont à décrier. Il y en a qui excellent quand même dans leur travail et qui pourraient être de vrais modèles. Merci beaucoup, Gaëlle Kibungu. Dernière question. Vous êtes pourtant une journaliste de la télévision, alors que depuis quelques temps, vous n'êtes plus visible sur les petits écrans. Ça, c'est une question des internautes, c'est vrai. De ceux qui... J'ai fait 2 ans, il faudrait le dire, de longs congés de maternité. Je suis sortie d'un long congé de maternité. J'ai pris un peu mon temps parce que j'ai fait pratiquement 10 ans non-stop sans m'occuper de moi-même et de ma petite famille. Bon, c'est vrai que je me suis mariée il y a peu aussi et voilà, avec un nouveau bébé, il fallait prendre le temps de s'en occuper. Et j'ai pris mon temps, là je reviens, c'est un peu timide, mais je crois que pour les mois qui viennent, ça sera un peu plus. J'espère que Numérica va m'accorder un espace d'ailleurs pour... je suis freelance, je cherche des espaces pour loger mon émission, donc si je suis la bienvenue ici, ça sera toujours... voilà, un espace en plus pour que les internautes puissent profiter de ma petite... voilà. Expérience. Exact. Voilà. Un mot pour l'avenir de la RDC, un souhait pour la jeunesse congolaise. Voilà, on dit de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Est-ce qu'on se rend compte? C'est aujourd'hui qu'on doit... Les problèmes politiques ne résolvent pas tout. La politique, c'est vrai, c'est un peu le point, le centre qui doit converger vers tous les secteurs, qui doit alimenter un peu tous les secteurs. Mais je crois qu'on doit se pencher vraiment sur chaque priorité. Parce que là, on a l'impression que quand on se lève le matin, tout le monde parle élection, tout le monde parle CNSA, on a des questions comme ça de politique qui sont devenues des chapelets de tous les jours. Alors qu'il y a des questions de vie sociale, du quotidien à gérer. Il y a des problèmes de projection. Que sont les jeunes aujourd'hui? J'ai l'impression que personne ne s'en occupe. Quand on voit, je suis dans un quartier semi-populaire et je me demande vraiment comment on peut accepter de vivre dans ces conditions-là. On laisse les jeunes, on laisse les enfants dans un climat qui n'en est pas. C'est vraiment malsain. Il faudrait que les autorités se réveillent et qu'ils prennent des décisions. Parce que même dans les pays à côté, il ne faudrait pas aller à 8000 km pour constater ça. Dans les pays africains qui sont voisins des nôtres, il y a de l'ordre. Les jeunes ont une place de choix. Merci. Et il y a de la discipline. Merci beaucoup, Gaëlle Kibungu. Rendez-vous compte que je suis en face d'une journaliste et donc professionnelle des médias. Quand elle est devant son micro, c'est difficile de l'arrêter. Ouais, mais bon, je vous arrête quand même. Mais merci infiniment. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir donné cette occasion. Administratrice de Victoria Agency. Ce journal est terminé. Retrouvez-moi demain à 9h chez Serge Kabongo dans l'émission Le Kiosque. Demain, c'est moi. Bonsoir, à demain.
La désignation de Joseph Olengankoy à la tête du Conseil national de suivi de l'accord soulève de vagues. La Prospérité rapporte que le Front pour le respect de la Constitution parle d'un vaudeville au vu de la désignation du président Defonus. Vital Kamerhe dénonce une pile de vices, de fonds et de formes dans la procédure ayant conduit au choix du successeur de Etienne Tshisekedi à la présidence du CNSAM. Le rassemblement minimise l'événement, ne s'y attarde pas et réclame le calendrier électoral. Joseph Olengankoy doit donc faire, selon le courrier de Kinshasa, avec un bureau incomplet, amputé de 2 vice-présidents, le MLC et ses alliés, et le parti de Vital Kamerhe ayant refusé de collaborer avec lui dans cette institution d'appui à la démocratie. Mais Joseph Olengankoy peut compter sur le soutien de la majorité présidentielle. En effet, Géopolis Hebdo explique que la famille politique du chef de l'État dénonce la mauvaise foi manifeste d'une frange de l'opposition. Et pour rétablir le consensus brisé à la suite de l'avalanche de protestations, Henri Thomas Lokondo, cité par Forum des As, demande tout simplement à Joseph Kabila de reprendre la procédure avant toute signature de l'ordonnance. Bientôt l'ouverture de l'enquête internationale sur les événements dramatiques survenus dans l'espace Grand Kassai, à en croire la République, les ambassadeurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont annoncé à la ministre des Droits humains la désignation de 3 experts internationaux. Les 3 experts sont attendus au mois de septembre prochain. Terminons cette revue avec la suspension du comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce Gombe. Selon un communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire parvenu à la rédaction de la tempête des tropiques, il est reproché aux dirigeants suspendus de la mauvaise gestion.